Je m'appelle Selena Lawson. J'ai 30 ans. Mardi dernier, je me suis assise dans mon bureau, à Portland, et j'ai écouté 43 messages vocaux laissés par ma famille. Des gens à qui je n'avais pas adressé la parole, depuis 7 ans. Pas un seul n'a dit « je suis désolé ». Absolument tous ont prononcé, à la place, les mêmes deux mots. Il y a 7 ans, j'ai quitté la maison de ma mère, avec 200 € en poche, une seule valise, et les vêtements que je portais sur moi. Ma famille a raconté à tout le monde dans notre ville que j'étais instable, que j'avais besoin d'une aide professionnelle, et qu'ils étaient morts d'inquiétude. Ils n'étaient pas inquiets, ils étaient soulagés, et ils seraient restés soulagés, si ma sœur n'avait pas tapé mon nom sur Google, la semaine dernière. Avant que je ne vous dévoile quels étaient ces deux mots, et ce que j'ai fait à ce sujet, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire a vraiment un sens pour vous. Indiquez votre emplacement et votre heure locale dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous m'écoutez, ce soir. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Thanksgiving 2019, la nuit où tout s'est brisé. Ridgewood, dans l'Ohio. Une population de 4000 habitants, et des poussières. Le genre de ville où tout le monde connaît vos affaires, avant même que vous ne les connaissiez vous-même, et où les ragots voyagent plus vite que l'Internet. Thanksgiving chez les Lawson, cela signifiait sortir la vaisselle en porcelaine de ma mère, sur la longue table. 15 membres de la famille serrés coude à coude, et mon père qui servait le vin, comme si le silence était quelque chose que l'on pouvait noyer. J'avais 23 ans, je cumulais 2 emplois, servant aux tables chez Rosario, et répondant au téléphone dans une agence immobilière du centre-ville, tout en économisant le moindre centime. Ma sœur Meredith venait d'être promue coordinatrice marketing, dans une compagnie d'assurance régionale. Le même salaire, mais un nouveau titre. Ma mère s'est tenue en bout de table, et a porté un toast. À Meredith, notre étoile filante, qui fait toujours la fierté de cette famille. 15 personnes ont levé leur verre. J'ai levé le mien, moi aussi. Personne n'a demandé ce que je faisais. Personne ne m'a interrogé sur mes cours, mes économies, ou mes projets. J'étais comme du papier peint, dans la propre maison de ma famille. Mais j'étais venu à ce dîner avec une question toute simple. J'ai attendu le dessert, au moment où les assiettes étaient débarrassées, et où le bruit s'était transformé en ce bourdonnement chaleureux, typique des familles qui parlent tout en même temps. Maman, ai-je dit, je me demandais, reste-t-il de l'argent dans le fonds d'études de grand-mère Ruth? Elle m'avait dit qu'elle avait mis de l'argent de côté, pour chacune de nous. La table est devenue silencieuse. Pas un silence confortable, mais le genre de silence qui vous indique qu'une grenade vient de rouler sous votre chaise, et que tout le monde l'a vu, sauf vous. Ma mère a reposé sa tasse de café, très lentement. Elle m'a regardé, puis elle a regardé chaque personne présente à cette table. Et quand elle a parlé, sa voix était d'une douceur écœurante, à vous en carrier les dents. Vous voyez, c'est ce que je subis au quotidien. Elle a un comportement erratique, depuis des mois. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assise là, avec ma tarte à la citrouille qui refroidissait dans mon assiette, et 15 paires d'yeux fixés sur moi, comme si je venais de jurer dans une église. Ma tante Déborah s'est penchée vers moi, et m'a tapoté la main. Ma chérie, ta mère veut seulement ce qu'il y a de mieux. Je me suis excusé, je suis allé dans la cuisine, et j'ai commencé à faire la vaisselle, car c'était ce que je faisais à chaque réunion de famille. Je nettoyais, pendant que tous les autres faisaient la fête. La mémoire musculaire. Le robinet coulait, mais je pouvais encore entendre les voix, à travers l'embrasure de la porte. La voix de ma mère a baissé d'un ton, alors qu'elle parlait à ma tante Patricia. Le fonds de Ruth a servi à payer les frais de sororité de Meredith, et sa voiture. Selena n'en a pas besoin. Elle n'ira nulle part, de toute façon. J'ai fermé l'eau. Grand-mère Ruth avait ouvert des comptes pour nos études, à toutes les deux, de 12 000 € chacun. Elle me l'avait dit elle-même, 2 ans avant de mourir. Elle m'avait assise à la table de sa cuisine, m'avait pris les mains, et m'avait dit, c'est pour ton avenir, ma chérie. Personne ne peut y toucher, à part toi. Mais quelqu'un y avait touché. Je suis retourné dans la salle à manger. Ma mère était en train de se resservir du vin. Cet argent était à moi, ai-je dit. Grand-mère me l'a laissé. Tu n'en avais pas le droit. Diane Lawson n'a pas bronché. Elle a posé la bouteille, a croisé ses mains, et a penché la tête, de la même manière qu'elle le faisait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à réécrire la réalité.
Tu deviens dramatique, Selena. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Je pose une question concernant 12 000 euros, qui m'ont été laissés à mon nom. Et moi je te dis, que tu parles exactement comme ta grand-mère, à toujours vouloir semer la zizanie. Cela m'a arrêté net, parce que ma grand-mère, Ruth, était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Et ma mère avait prononcé son nom, comme si c'était quelque chose qu'elle devait gratter, sous le talon de sa chaussure. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé tout le monde, dans le salon. Je savais ce qui m'attendait. J'avais déjà vu 7 pièces de théâtre. Des fêtes différentes, des éléments déclencheurs différents, mais toujours la même chorégraphie. Diane Lawson, au centre de la pièce, jouant l'inquiétude devant un public qui n'avait jamais acheté de billets, mais qui prenait toujours place. J'ai essayé de garder cela privé, a-t-elle dit, en se tamponnant le coin de l'œil avec une serviette. Mais je crois que tout le monde doit savoir. Selena ne va pas bien. Elle a des crises. J'ai couvert ses agissements, mais ce soir, elle a fait un geste vers moi, comme si j'étais la pièce à conviction numéro 1. J'ai regardé mon père. Gérald était assis dans son fauteuil inclinable, les mains sur les genoux, fixant la moquette. Il n'a rien dit. J'ai regardé Kyle, mon jeune frère. Il était adossé au mur, les bras croisés. Il a fait un petit signe de tête. Pas à moi, mais à elle. J'ai regardé Meredith. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone. 15 proches dans cette pièce. Pas un seul n'a dit, Selena, est-ce que ça va? Pas un seul n'a dit, Diane, ça me semble dur. Pas un seul. Je suis monté à l'étage, j'ai préparé une valise, avec 200 euros de pourboire de chez Rosario, un manteau d'hiver, et une petite boîte en bois que grand-mère Ruth m'avait laissée. Celle que j'avais gardée sur ma commode, pendant 2 ans, sans l'ouvrir, parce que l'ouvrir signifiait admettre qu'elle était vraiment partie. J'ai descendu les escaliers, et j'ai traversé le salon. La voix de ma mère m'a suivi, jusqu'à la porte. Si tu franchis cette porte, ne te donne pas la peine de revenir. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement, car je savais que je ne l'ouvrirais plus jamais. Dehors, la neige tombait sur Ridgewood, dans l'Ohio. J'avais une valise, 200 euros, et nulle part où aller. C'était la dernière fois que j'entendais la voix de ma mère, et ce, pour les 7 années à venir. J'ai acheté un billet de bus Greyhound, à la gare de la route 40. L'endroit le plus éloigné que je pouvais atteindre, avec ce que j'avais, c'était Portland, dans l'Oregon. 38 heures dans un bus, avec ma valise entre les genoux, et une boîte contenant les affaires de ma défunte grand-mère, sur mes genoux. Je n'ai pas dormi. J'ai juste regardé l'Amérique défiler, à travers la vitre. Des champs de maïs, des plaines, des montagnes, de la pluie. Et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où quelqu'un de ma famille m'avait posé une question, qui n'était pas un reproche déguisé en point d'interrogation. Je n'y suis pas arrivé. La femme assise à côté de moi, dans le bus, se rendait à Boisse pour voir ses petits-enfants. Elle m'a offert la moitié d'un sandwich, à la sortie d'Omaha. Je l'ai remerciée, et je l'ai englouti en 3 bouchées. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je pleurais. Elle m'a juste tendu une serviette, et a regardé par la fenêtre. Parfois, les étrangers vous accordent plus de grâce en 10 secondes, que votre famille n'y parvient en 23 ans. Portland, au mois de décembre. J'ai passé ma première nuit dans un foyer pour femmes, près de Burnside. La deuxième semaine, dans une auberge de jeunesse, qui sentait l'eau de Javel et les mauvaises décisions. Je n'avais aucun historique de crédit, aucune référence, aucun contact sur place. Juste une éthique de travail que ma famille avait passé 23 ans à exploiter, et 0 année à apprécier. J'ai trouvé un emploi en moins de 2 semaines, en tant que réceptionniste dans un petit cabinet de conseil, appelé High-End Associates. 8 employés, un bureau exigu au 3e étage d'un entrepôt reconverti, dans le quartier de Pearl District. Ils aidaient les communautés à demander des subventions de développement. Je répondais au téléphone, et je triais le courrier. Ce n'était pas glamour, mais c'était un salaire. 3 semaines après le début de ma nouvelle vie, j'ai consulté Facebook, pour la première et la dernière fois. Ma mère avait publié un message, dans le groupe familial. S'il vous plaît, gardez Selena dans vos prières. Elle traverse une période difficile, et nous espérons simplement qu'elle est en sécurité, où qu'elle soit. Nous l'aimons, et notre porte est toujours ouverte. 112 réactions, 26 commentaires,
qui disaient tous des choses comme « Nous prions pour elle, et tu es une mère tellement forte, Diane. » Le commentaire de Kyle siégeait tout en haut. Elle a toujours été du genre dramatique. 47 j'aime. J'ai supprimé mon compte Facebook ce soir-là, et je n'ai jamais regardé en arrière. Laissez-moi être honnête sur ce que coûte réellement le fait de couper les ponts, quand on a 23 ans, et qu'on n'a rien. Pas d'économie, pas d'assurance maladie, aucun contact d'urgence à inscrire sur un formulaire. J'ai écrit NA, pendant 2 ans, jusqu'à ce que j'ai quelqu'un qui mérite d'y figurer. Pas d'appel pour les anniversaires, pas de carte de Noël, personne à qui parler quand j'ai attrapé une grippe si forte, que je n'ai pas pu me lever du sol de la salle de bain pendant 2 jours, au point de penser à appeler une ambulance, mais sans en avoir les moyens. Et la chose dont personne ne vous avertit. Ce bourdonnement permanent de savoir que, quelque part dans l'Ohio, 15 personnes racontent une histoire à votre sujet, et que vous ne pouvez pas en corriger un seul mot. J'étais le fantôme de la famille. Le conte moralisateur que Diane racontait, lors des brunchs de l'église. La raison pour laquelle elle pouvait se tamponner les yeux, et récolter la sympathie, comme de la petite monnaie dans un bocal. Mais voici ce que le silence m'a aussi apporté. Le premier matin où je me suis réveillé à Portland. Vraiment réveillé, sans sursaut, ni éveillé par l'anxiété. Je suis resté allongé dans la couchette exiguë de mon auberge, et j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. Il m'a fallu une bonne minute, pour l'identifier. La voix de Diane, cette narration interne et constante, tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur, c'était-tu. Comme si quelqu'un avait enfin trouvé le bouton d'arrêt, sur une radio que j'avais écoutée toute ma vie. Chez High-End Associates, Margaret Hay m'a remarqué, avant même que je ne me remarque moi-même. J'avais réorganisé l'ensemble du système de classement des clients, dès ma première semaine. 3 ans de dossiers éparpillés, désormais indexés, et triés par un code couleur. Personne ne me l'avait demandé. C'est juste que je ne pouvais pas supporter le chaos. Margaret est passée devant mon bureau le vendredi, s'est arrêtée, et est revenue sur ses pas. Vous avez réorganisé 3 ans de dossiers clients, en 4 jours. Qui fait ça? J'ai levé les yeux. Quelqu'un qui avait besoin de contrôler quelque chose. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas eu pitié de moi. Elle a tiré une chaise, et a dit, dites-moi ce que vous voyez d'autre, qui ne tourne pas rond. Pendant que je classais des demandes de subvention à Portland, ma mère classait sa version de mon histoire, à Ridgewood. J'ai appris tout cela plus tard, par ma tante Patricia, par une amie de lycée qui m'a retrouvé des années après, mais je vous le raconte maintenant, pour que vous compreniez l'image dans son ensemble. Moins d'un mois après mon départ, Diane avait dit au ministère des Femmes, de la première église presbytérienne, que je recevais des soins dans un établissement spécialisé. Elle n'a jamais précisé lequel. Elle n'en avait pas besoin. À Ridgewood, établissement spécialisé, signifie une seule chose, et tout le monde remplit les blancs, avec la pire version possible. Mon vieil appartement, au-dessus de la quincaillerie, sur la rue principale. J'y avais laissé la plupart de mes affaires, quand j'étais parti. Meredith l'a repris, a vendu mes meubles, a gardé ma collection de manteaux d'hiver, et a dit au propriétaire que j'avais abandonné le bail. Gérald, mon père, gérait les voisins. Il se tenait dans l'allée, les mains dans les poches, et disait, nous espérons simplement qu'elle est en sécurité, où qu'elle soit. La voix qui se brise, au bon moment, les yeux levés, exactement sous le bon angle. Il ne m'a jamais appelé, pas une seule fois. Kyle a publié sur Facebook, au moins 3 fois au cours de cette première année, de vagues statuts très orientés. La famille, ce n'est pas le sang, c'est la loyauté. Certaines personnes préfèrent fuir, plutôt que de grandir. Je prie pour les gens qui jettent tout par la fenêtre, pour un rien. Chacun d'eux a obtenu des dizaines de likes. Chacun d'eux parlait de moi. Voilà donc quelle était la version de Selena Lawson, selon ma famille. Une fille perturbée, qui a craqué au dîner de Thanksgiving, qui a abandonné sa famille, et qui a fini Dieu sait où, à faire Dieu sait quoi. Une tragédie qu'il pouvait porter comme un sac à main, assez joli pour être montré en public, et bien utile pour récolter de la sympathie. Pendant 7 ans, j'ai été un fantôme, et ils ont écrit ma rubrique nécrologique, alors que je respirais encore. La première année à Portland, ce fut la survie. La deuxième année fut la première fois, de toute ma vie, où j'élaborais un plan qui m'appartenait vraiment. Chez High-End Associates, je suis passé de la réception, à la coordination de projet, en 6 mois.
Margaret m'a confié une petite demande de subvention à gérer, pour un projet de jardin communautaire, dans la périphérie sud-est de Portland. Je l'ai rendu avec 3 jours d'avance, accompagné d'un budget révisé, qui a fait économiser 11% aux clients. Margaret l'a lu 2 fois. Puis, elle m'a remis un deuxième projet. Je me suis inscrite au programme d'administration des affaires en ligne, de l'Université d'État de Portland. Cours le soir, travail en journée. J'ai payé mes frais de scolarité à chaque paie, par petites tranches, sans faire aucun emprunt. Mon appartement était un 2 pièces en colocation, à Sellwood, avec un colocataire qui travaillait de nuit, ce qui fait que nous nous croisions à peine. Je cuisinais tous mes repas, riz et haricots le lundi, pâtes le mardi, et tout ce qui était en promotion chez Winco, pour le reste. J'achetais mes vêtements chez Goodwill, et je me suis coupé les cheveux moi-même, pendant 2 ans. Il n'y a pas eu de montage de film, ni de musique de fond triomphante. Juste des réveils, des feuilles de calcul, m'endormir avec un manuel ouvert sur la poitrine à 1h du matin, et me réveiller à 6h, pour recommencer. Je n'avais pas de plan pour réussir. J'avais juste pour projet de ne plus jamais me sentir impuissante. Le succès n'était qu'un effet secondaire. Margaret ne m'a jamais traité comme un projet, ou comme un cas de charité. Elle m'a traité comme quelqu'un qui arrivait tôt, restait tard, et remarquait les choses à côté desquelles les autres passaient, sans rien voir. Lorsque j'ai signalé une erreur de facturation sur le compte d'un client, qui aurait coûté 6 000 € au cabinet, elle m'a promu consultante junior. Vous avez détecté quelque chose qui a échappé à mon comptable, a-t-elle dit. Votre comptable ne vérifie pas les calculs 2 fois. Et vous le faites? Je vérifie tout, 2 fois. C'est comme ça que j'ai grandi. Elle ne m'a pas demandé ce que ça voulait dire. Elle n'en avait pas besoin. Margaret a été le genre de leader à comprendre que les travailleurs les plus affamés sont ceux qui ont été privés de nourriture depuis le plus longtemps. Et la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est d'arrêter de parler de leur faim et de commencer à mettre de la nourriture sur la table. J'étais affamé, et elle n'a cessé de me nourrir de travail. J'ai obtenu mon diplôme à la fin de la 3e année. Pas de cérémonie, pas de toge ni de mortier. J'ai imprimé le diplôme dans un FedEx, je l'ai mis dans un cadre à 10 € de chez Target, et je l'ai accroché au-dessus de mon bureau, au travail. Margaret l'a vu le lendemain matin. Elle a frappé à ma porte. À ce moment-là, j'avais un bureau, petit, avec une fenêtre qui donnait sur le parking, mais c'était le mien. Félicitations, a-t-elle dit. Que diriez-vous de devenir chef de projet? L'équipe de High-End Associates était passée de 8 personnes à 35. Nous nous étions développés dans le conseil en développement de logement, la rédaction de subventions pour les communautés tribales, et les programmes d'incubation pour les petites entreprises. Margaret m'a promu chef de projet, et j'ai pris la direction d'une équipe de 10 personnes. Ce même mois, Jess Parker a franchi notre porte d'entrée, pour un entretien. Jess avait 30 ans, elle était brillante, et elle avait un rire qui pouvait remplir toute une pièce. Elle avait travaillé dans la communication à but non lucratif, à Seattle, avant de faire un burn-out. Nous avons accroché immédiatement. Pas sur le travail, mais sur cette chose, dont ni l'une ni l'autre n'avions l'habitude de parler. 3 semaines après son embauche, Jess et moi mangions des plats à emporter, à mon bureau, après avoir travaillé tard, pour respecter une échéance. Elle m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille. Je lui ai tout raconté. Le Thanksgiving, le fonds d'études, les messages vocaux qui n'arrivaient jamais, les posts Facebook, la porte se refermant derrière moi, dans la neige. C'était la première fois que je racontais tout ça, à voix haute, à une autre personne. Jess a écouté, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant 10 secondes. Puis elle a dit, ouais. La mienne a dit aux gens, que j'étais morte. Je l'ai dévisagé. Accident de voiture. C'était l'histoire de couverture. Plus facile, que d'avouer à leurs amis de l'église, que leur fille était lesbienne. Nous sommes restés assises avec ça, pendant un long moment. Et puis, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis mon départ de l'Ohio, le jour de mon 28e anniversaire, j'ai ouvert la boîte. 5 ans. Je l'avais transportée de l'Ohio, jusqu'à Portland, dans une valise. Je l'avais déménagée, du foyer pour femmes, à l'auberge, à l'appartement en colocation, puis chez moi. Elle trônait sur ma table de chevet, chaque nuit. Et chaque nuit, je n'y touchais pas.
Parce qu'ouvrir la boîte de grand-mère Ruth signifiait admettre deux choses. Qu'elle n'était plus là, et qu'elle était la seule personne de ma famille qui m'avait aimé, sans condition. C'est Jess qui m'a poussé. Tu fixes cette boîte depuis 5 ans. Ce n'est pas une bombe. Ouvre-la. Alors, je l'ai fait. À l'intérieur, un collier de perles, celui qu'elle portait pour aller à l'église, tous les dimanches. Une photographie de moi, à l'âge de 6 ans, souriant à l'objectif avec un espace, entre mes dents de devant. C'était la seule photo de moi, enfant, que je possédais. Ma mère n'accrochait jamais de photos de moi, dans la maison. Les portraits d'école de Meredith tapissaient le couloir. Les miens allaient dans un tiroir. Et il y avait une lettre, pliée en deux. L'écriture de grand-mère Ruth, tremblante, appliquée. L'écriture cursive d'une femme, qui a grandi en croyant que la calligraphie était une forme de respect envers soi-même. Selena, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as eu le courage de partir. C'est bien. J'ai voulu partir toute ma vie, mais j'avais peur. Ne sois pas comme moi. Ne maintiens pas cette famille unie, au prix de toi-même. Tu ne dois ta vie à personne. Je l'ai lu 3 fois. La 3e fois, mes mains tremblaient tellement, que le papier faisait du bruit. Toutes ces années, chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque dîner de famille où j'ai mordu ma langue, où j'ai passé les pommes de terre, et où j'ai fait comme si la hiérarchie n'existait pas. Je croyais honorer le souhait de grand-mère Ruth. Garde cette famille unie. Elle l'avait dit pendant les fêtes. Elle l'avait dit, quand je l'appelais en pleurs, après des disputes avec Diane. Elle l'avait dit tellement de fois, que c'était devenu mon propre système d'exploitation. Mais elle l'avait dit devant la famille, sous le toit de Diane, et alors que Diane écoutait. Cette lettre, pliée dans une boîte, et cachée comme de la contrebande, voilà ce qu'elle pensait réellement. Il y avait un post-scriptum. Le fond d'étude. J'ai laissé des instructions à mon avocat, Monsieur Weatherby. Demande à Patricia. Elle est au courant. Je me suis assise sur mon lit, avec la lettre dans une main, et la photographie dans l'autre. Et j'ai compris quelque chose, autour de laquelle je tournais, depuis des années. Grand-mère Ruth ne m'avait pas demandé de garder la famille unie. C'était ma mère. La lettre de Ruth, c'était la vérité. Elle avait été trop surveillée, pour le dire à voix haute. La 6e année, Margaret m'a fait asseoir, et m'a offert un titre, que je n'aurais jamais imaginé voir sur mon badge, directrice générale adjointe. High-End Associates était passé à 120 employés, avec 2 bureaux, à Portland et à Seattle. Nos programmes de développement communautaire avaient eu un impact, sur plus de 50 000 familles, à travers le nord-ouest du Pacifique. Nous étions apparus dans un magazine économique régional, nous avions été invités à prendre la parole lors de conférences, et reconnus par le bureau du gouverneur, pour notre travail de partenariat tribal. Je n'étais pas riche. Je tiens à être clair là-dessus. Je conduisais une Subaru d'occasion. Je vivais dans un 2 pièces, dans le nord-est de Portland. J'avais un compte retraite, un compte d'épargne, et une assurance maladie, qui couvrait les soins dentaires. Selon les standards de Ridgewood, je m'en sortais très bien. Selon mes propres standards, moi, la fille qui dormait dans un foyer il y a 7 ans, je respirais un air que je n'aurais jamais cru pouvoir atteindre. L'interview pour le magazine est sortie, en octobre. Une publication régionale a dressé le profil de femme, jouant un rôle de premier plan, dans le développement communautaire. Ma photo, mon nom, mon titre, mon histoire. Du moins, la version édulcorée, racontant comment j'avais commencé comme réceptionniste, et gravi les échelons. Margaret a organisé une petite fête au bureau, lors de la parution de l'article. Jess a acheté un gâteau, sur lequel était écrit « CCOL for School » en glaçage bleu. Ma vie était calme, stable, remplie de gens qui me respectaient, et d'un travail qui avait du sens. Je ne cherchais pas ma famille, sur les réseaux sociaux. Je ne traversais pas l'Ohio, lors de mes voyages d'affaires. Je n'envoyais pas de chèques anonymes, ni de cartes d'anniversaire. Je les avais laissés partir, complètement. Certains pourraient qualifier cela de froid. Moi, j'appelle ça de la survie. Quand vous grandissez en étant la personne que tout le monde blâme, vous apprenez que la distance n'est pas de la cruauté, c'est de l'oxygène. Et j'avais passé 23 ans, à retenir ma respiration. Pendant 7 ans, eux aussi m'ont laissé partir. Pas un seul appel, pas une lettre, pas même un message transmis,
par le biais d'une connaissance commune. Ma mère a raconté à la ville que j'étais dans un établissement spécialisé, la ville l'a cru, et personne n'a pensé à vérifier. Personne n'a conduit jusqu'à Portland. Personne n'a tapé mon nom, sur Google. 7 ans de vide, jusqu'à un mardi quelconque, en mars 2026, où ma sœur, pour la première fois de sa vie, a tapé mon nom, dans un moteur de recherche. Elle ne me cherchait pas, moi. Elle cherchait de l'argent. Vous savez ce qui est intéressant? Personne dans ma famille ne m'a jamais cherché sur Google. Pas une seule fois, en 7 ans. Ils n'ont jamais vérifié, ils ne se sont jamais posé la question. Ils étaient tellement attachés à l'histoire de mon instabilité, qu'ils n'ont même jamais cherché à savoir. J'y pense parfois. À quel point il est facile de ne jamais remettre en question un mensonge, quand la vérité risquerait de vous mettre mal à l'aise. Si vous êtes toujours là, cliquez sur le bouton d'abonnement, car cette histoire est sur le point de devenir beaucoup plus inconfortable. 6 mois avant les messages vocaux, j'ai reçu un email au travail. L'objet indiquait, de la part de ta tante Patricia. À lire s'il te plaît. Je l'ai fixé pendant 20 minutes, avant de cliquer. Patricia était la sœur cadette, de ma mère. En grandissant, elle a toujours été la personne silencieuse, lors des réunions de famille. Toujours là, toujours agréable, ne faisant jamais de vagues. Elle avait observé tout ce qui m'arrivait, et n'avait rien dit. Pendant des années, je lui en ai voulu, presque autant que j'en voulais au reste de la famille. Son email tenait en 3 paragraphes, sans excuses, ni préambule. Elle disait qu'elle était désolée, d'être restée silencieuse. Elle disait qu'elle avait eu peur de Diane. Ta mère a le don de faire disparaître les gens de sa vie, et je n'ai pas été assez courageuse, pour être la prochaine sur la liste. Puis, elle m'a révélé quelque chose, qui m'a fait serrer les dents. Le fonds d'études de grand-mère Ruth avait été géré, par un avocat du nom de Weatherby, à Columbus. Ruth avait laissé des instructions très claires. 12 000 pour Meredith, 12 000 pour Selena. Des comptes séparés, des signatures séparées exigées. Ma mère avait falsifié ma signature, fusionné les 2 comptes, et tout transféré à Meredith. Patricia le savait, car elle avait été le témoin de Ruth, sur les documents originaux. Je suis resté assise avec cette information, pendant un long moment. 12 000 €, ce n'était pas une somme qui changeait la vie, plus maintenant. J'avais gagné cette somme en un trimestre chez High-End Associates, dès ma 2e année. Mais la falsification, la tromperie, le fait que ma mère m'ait volé, puis m'ait traité de folle parce que je posais des questions à ce sujet, cela valait plus, que n'importe quelle somme d'argent. C'était toute l'architecture de mon enfance, résumée en une seule transaction. Je n'ai pas porté plainte. Le délai de prescription dans l'Ohio est de 6 ans, et il était déjà dépassé. Patricia a ajouté une dernière chose, à la fin. Ta mère préside la collecte de fonds communautaires de Ridgewood, ce printemps. Toute la ville y sera. Je ne savais pas encore en quoi cela importait. J'allais bientôt le découvrir. 2 mois plus tard, Margaret est entrée dans mon bureau, tenant son téléphone comme s'il s'agissait d'un billet de loterie gagnant. Vous savez, le pasteur Daniel Brigg dirige une église, dans une petite ville de l'Ohio. Je n'ai pas réagi, mais le nom de Ridgewood résonnait déjà dans ma tête, comme une alarme incendie. Il siège au conseil d'administration d'une association de développement communautaire, là-bas. Ils organisent une grande collecte de fonds, un événement annuel apparemment, et ils recherchent un conférencier principal. Quelqu'un qui travaille dans le développement communautaire. Et qui a un lien personnel avec la revitalisation des petites villes. Il nous a contactés via notre réseau. Elle m'a regardé. Je vous ai recommandé. Vous avez grandi dans une petite ville de l'Ohio, n'est-ce pas? Je n'avais pas précisé à Margaret de quelle ville il s'agissait. Elle ne connaissait pas ma famille. Elle ignorait que la présidente de cette collecte de fonds était la même femme, qui avait raconté à 200 personnes que sa fille était en cure de désintoxication. La ville s'appelle Ridgewood, ai-je dit. Super. Alors, vous connaissez la région. Vous seriez parfaite. J'ai failli dire non. Le mot était juste là, posé sur ma langue, comme un réflexe. Et puis, j'ai repensé à la lettre de grand-mère Ruth, au fait de fermer cette porte dans la neige. À cette année passée à être un fantôme, dans une histoire que je n'avais pas écrite. Je vais le faire, ai-je dit. Margaret a souri à pleines dents. Fantastique.
Je vais envoyer votre biographie au pasteur Brigg. Après son départ, je me suis assise dans mon bureau, et j'ai cherché « Collecte de fonds communautaires de Ridgewood » sur Google. La page de l'événement indiquait Diane Lawson, comme présidente du comité. Le lieu était le centre communautaire, sur Maple Street. La date était le 15 mars. J'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un texto à Patricia. Je suis au courant pour la collecte de fonds. Je suis la conférencière principale. Sa réponse est arrivée, en 30 secondes. Je sais, je n'ai rien dit à ta mère. Tiens-toi prête. J'allais retourner à Ridgewood selon mes propres termes, en passant par ma propre porte d'entrée. 2 semaines avant la collecte de fonds, un mardi après-midi, ma sœur s'est assise à la table de sa cuisine, et a tapé mon nom, sur Google. J'en connais les détails car Patricia était là. Elle m'a tout raconté. Meredith avait 32 ans, elle était fraîchement divorcée, et elle coulait. Son ex-mari était parti 2 ans plus tôt, emportant le chien, la moitié des économies, et toute l'ambition. Elle s'était laissée porter pour la maison, mais le prêt hypothécaire avait 3 mois de retard, et la banque commençait à tourner autour. Elle avait besoin d'un cosignataire, pour un nouveau prêt. Le crédit de Diane était ruiné. Gérald était à la retraite, et touchait la sécurité sociale. Kyle devait encore 40 000 € de prêts étudiants. Meredith avait besoin de quelqu'un, avec un vrai revenu, et un dossier financier irréprochable. Elle a pensé à moi, de la même manière qu'on pense à un outil, balancé dans un tiroir à bric-à-brac des années plus tôt, non pas avec affection, mais avec un intérêt pratique soudain. Elle a tapé Selena Lawson. Premier résultat, LinkedIn. Directrice générale adjointe, High-End Associate, Portland, Oregon. Deuxième résultat, un profil dans un magazine économique. Les leaders montants du développement communautaire, dans le nord-ouest du Pacifique. Troisième résultat, ma biographie d'entreprise, une photo professionnelle, des références en tant que conférencière. Une citation de Margaret me qualifiant de « colonne vertébrale opérationnelle de tout ce que nous avons construit ». Patricia a raconté que Meredith avait fixé l'écran pendant 1 minute entière, sans cligner des yeux. Puis, elle a appelé notre mère. « Maman, il faut que tu vois ça. » « Que je vois quoi ? » Selena, elle est. Pause. Elle est directrice générale adjointe d'une vraie entreprise. Elle est apparue dans Forbes. Le son à l'autre bout du fil, m'a dit Patricia, n'était ni de la joie, ni du soulagement, ni de la fierté. C'était une inspiration brusque. Le genre d'inspiration qu'une personne prend, lorsque l'histoire qu'elle raconte depuis 7 ans, prend soudainement feu entre ses mains. C'est impossible, a dit Diane. Elle n'a même pas fini. Elle ne l'a pas fait. Elle ne pouvait pas finir sa phrase, car la terminer aurait signifié admettre que le mensonge venait d'elle depuis le début. Les appels ont commencé, ce soir-là. J'étais dans une salle de conférence, à Portland, en train de terminer une évaluation trimestrielle avec mon équipe. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Puis encore. Et il n'a pas arrêté. À la fin de la réunion, j'avais 43 appels en absence, tous provenant d'indicatifs de l'Ohio. Certains numéros que je reconnaissais, d'autres non. Tous dans un intervalle, de 24 heures. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte, et j'ai écouté. Message numéro 1. Meredith. Enjouée, étudiée, comme si elle appelait pour un brunch. Selena, c'est Meredith. Je sais que ça fait un moment. Écoute, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Rappelle-moi. Message numéro 7. Gérald. Hésitant. Mal à l'aise. Ma chérie, c'est papa. Ta mère et moi, eh bien, la famille traverse une mauvaise passe. On aurait vraiment besoin de ton aide. Appelle-nous, quand tu pourras. Message numéro 15. Diane. Voix sèche, contrôlée. Selena, c'est ta mère. Je ne sais pas ce que tu as fait là-bas, mais la famille, c'est la famille. Il faut qu'on parle. Message numéro 23. Kyle. En train de mâcher quelque chose. Yo, c'est Kyle. Alors, on dirait que tu t'en sors plutôt bien, là-bas. C'est cool. C'est vraiment cool. Et, écoute. J'ai cette idée d'entreprise, et j'aurais bien besoin d'un petit soutien financier.
Juste un petit quelque chose, pour démarrer. Rappelle-moi. Message numéro 38. Encore Meredith. Le ton enjoué avait disparu. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Selena, je sais que tu vois ces appels. J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, appelle-moi, c'est tout. Aide-moi. Aide-moi. Ces deux mots, encore et encore, avec des voix différentes, des tons différents, différents niveaux de désespoir, mais toujours les mêmes deux mots. Pas, je suis désolé, pas, j'ai eu tort. Pas, tu me manques. Aide-moi. 43 messages vocaux, 0 excuses, et chacun d'eux voulait la même chose. Je les ai écoutés un par un, du début à la fin, et certains même 2 fois. Ensuite, j'ai posé mon téléphone sur mon bureau, je me suis adossé à ma chaise, et j'ai regardé le plafond pendant un long moment. J'ai appelé Jess. Elle a décroché, à la 2e sonnerie. Ma famille m'a retrouvé. Oh, pause. Quelle est la partie qui fait le plus mal? Le fait que je ne sois pas surprise. Laissez ça infuser, un instant. Elle savait qu'il ne fallait pas combler le silence avec du réconfort, alors que ce dont j'avais besoin, c'était d'espace pour en ressentir tout le poids. 7 ans. 7 ans à construire une vie, à partir de 200 € et d'un ticket de bus. 7 ans de thérapie, de travail acharné, et d'apprentissage pour faire à nouveau confiance aux autres. Et la première fois que ma famille me contacte, ce n'est pas pour me dire que je leur ai manqué. Ce n'est pas pour me demander si je vais bien. C'est pour me demander ce que je peux leur donner. Je n'étais pas un distributeur de billets, quand j'avais 23 ans et que j'étais fauché. Mais apparemment, je l'étais devenu, maintenant que j'avais un titre attaché à mon nom. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas non plus bloqué les numéros. Les bloquer m'aurait semblé être une réaction, et j'en avais fini de réagir à la famille Lawson. Jess m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Rien de différent. J'ai la collecte de fonds de Ridgewood dans 2 semaines. Tu y vas toujours? C'est mon travail, Jess. Je ne vais pas réorganiser ma carrière, parce que ma famille est incapable de réorganiser son comportement. Elle a laissé échapper un petit rire. D'accord, madame la directrice, allez les avoir. J'ai raccroché, et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La pluie de Portland tapait contre la vitre, douce et régulière, comme elle le fait toujours en mars. Constante, mais gérable. J'avais géré bien pire, toute ma vie. Ils ont très mal pris mon silence. 3 jours après les messages vocaux, un email est arrivé dans ma boîte de réception professionnelle, celle qui figure sur le site de l'entreprise, provenant de dian.lawson.ridge@gmail.com. Objet, ta mère, Selena. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, tu n'es même pas capable de retourner un appel téléphonique. J'ai passé 7 ans à prendre ta défense. Auprès des gens qui demandaient où tu étais. Je leur disais que tu recevais de l'aide. J'ai protégé ta réputation. Et c'est comme ça que tu me rembourses. J'ai toujours dit aux gens que tu étais égoïste. Je suppose que j'avais raison. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai sauvegardé, je n'ai pas répondu. Le lendemain, un message LinkedIn de Meredith. Je vois que tu as bien réussi. Félicitations, j'imagine. Mais la famille, c'est la famille, Selena. J'ai besoin d'un co-signataire pour un prêt. Ce n'est pas grand-chose. Tu nous dois bien ça. Oh, encore ce mot. La monnaie d'échange de la famille Lawson. Puis Kyle, parce que Kyle n'a jamais supporté d'être mis à l'écart d'une représentation, a posté sur Facebook. En mode public, en identifiant la moitié de la famille élargie. C'est marrant comme certaines personnes obtiennent un titre ronflant, et oublient d'où elles viennent. La famille t'a soutenu toute ta vie, et maintenant, tu te crois trop bien pour répondre au téléphone. Ingrate la famille d'abord. 41 j'aime, 12 commentaires, tous du même avis. J'ai fait des captures d'écran de tout. L'email, le message LinkedIn, le post. Pas pour des raisons légales, mais pour moi-même. Pour ces matins où je pourrais me réveiller, et me demander si j'avais tout imaginé. Si, peut-être, ma famille n'était pas si horrible que ça. Si, peut-être, j'aurais dû faire plus d'efforts. Des preuves attestant que je n'étais pas le problème. Des preuves, que je pouvais tenir entre mes mains. Ce soir-là,
Patricia m'a envoyé un texto, ils savent que c'est toi la conférencière de la collecte de fonds. Ta mère l'a découvert, en lisant le programme de l'événement. Il prévoit d'y assister. Alors maintenant, je savais qu'ils ne faisaient pas qu'appeler. Ils allaient venir. Est-ce que je peux être honnête avec vous, une seconde? Quand j'ai lu le post de Kyle, la famille t'a soutenu toute ta vie, j'ai littéralement éclaté de rire dans mon bureau. Car les mensonges les plus drôles, sont ceux que les gens racontent avec tellement de confiance, qu'ils en oublient qu'ils mentent. Si cela a touché une corde sensible, si vous avez déjà été traité d'ingrat, simplement parce que vous vouliez être traité comme un être humain, laissez un commentaire. Dites-moi quels ont été vos 2 mots. Je lirai tout le monde. 15 mars. J'ai atterri à Columbus, j'ai loué une voiture, et j'ai conduit vers le sud-est pendant 90 minutes, à travers les terres agricoles, grises et plates de l'Ohio. Ridgewood m'a semblé plus petite, que dans mes souvenirs. La quincaillerie, le dîner, la première église presbytérienne, avec son clocher blanc pointant à travers les arbres dénudés, tel un doigt vous intimant de vous taire. Tout était pareil, ce qui me donnait d'une certaine façon l'impression, que c'était moi qui avais changé de dimension. Le centre communautaire de Maple Street était décoré, comme si quelqu'un avait organisé un mariage pour la ville entière. Des nappes blanches, des centres de table de location, une banderole en travers de l'entrée. Construisons demain ensemble, collecte de fonds communautaires de Ridgewood. 200 places, presque toutes occupées, au moment où je suis arrivé par l'entrée réservée aux intervenants, sur le côté du bâtiment. J'ai émargé à la table d'inscription. Une bénévole, une femme à peu près de l'âge de ma mère, quelqu'un que je reconnaissais à moitié de l'église, a jeté un coup d'œil à mon badge, et a souri. Mademoiselle Lawson, bienvenue. Le pasteur Brigg est tellement ravi, de vous avoir parmi nous. Je me demande si elle a fait le lien avec mon nom. Je me demande si elle se souvenait de moi, tout court. Je portais un blazer gris anthracite, un chemisier blanc, les cheveux tirés en arrière. Mon badge d'intervenante indiquait, Selena Lawson, directrice générale adjointe, High-End Associates, conférencière principale. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir la salle principale. Des tables de 8 personnes, chacune remplie d'habitants de Ridgewood. Des professeurs, des commerçants, des membres de l'église, des voisins. Les personnes qui avaient entendu la version que ma mère faisait de moi, pendant 7 ans. Et à la table centrale, dans une robe bleu marine avec les cheveux fraîchement coiffés, souriant et saluant les invités comme si elle était propriétaire du bâtiment, ma mère, Diane Lawson, présidente du comité. Gérald à côté d'elle, silencieux comme toujours. Meredith dans une nouvelle tenue, qu'elle ne pouvait probablement pas se permettre. Kyle près du buffet, en train de scroller sur son téléphone. Toute ma famille, à 6 mètres de là, n'ayant aucune idée de qui s'apprêtait à monter sur scène. Le pasteur Daniel Brigg était un grand homme, avec des yeux bienveillants, et une voix taillée pour le micro, qui remplissait la pièce sans effort. C'est lui qui avait contacté notre entreprise. Il ne m'avait jamais rencontré. Il ne connaissait pas mon histoire, avec cette ville. Il est monté sur le podium à 19h15. Bonsoir, Ridgewood. Merci à tous d'être présents, ce soir. Cette collecte de fonds est une question de communauté, il s'agit de construire quelque chose de plus grand que nous. Des applaudissements polis. Le cliquetis découvert, sur les assiettes. Notre conférencière principale, ce soir, est quelqu'un qui incarne cette mission. Elle a grandi dans une petite ville, a commencé sa carrière tout en bas de l'échelle, et occupe aujourd'hui le poste de directrice générale adjointe chez High-End Associates. Un cabinet qui a eu un impact sur plus de 50 000 familles, à travers le nord-ouest du Pacifique. Elle a récemment figuré dans la couverture régionale de Forbes, consacrée aux leaders montants du monde des affaires. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, à la manière de Ridgewood. Selena Lawson. Applaudissements. Je suis sorti de derrière le rideau, et j'ai marché vers le podium. Le projecteur m'a éclairé, et pendant une seconde, juste une seule, j'ai de nouveau eu 23 ans. Je me tenais dans ce salon, pendant que ma mère disait à 15 personnes que j'étais brisé. Puis, j'ai regardé le public, 200 visages. Certains que je connaissais, d'autres non. Et à la table centrale, 4 visages que je connaissais mieux que n'importe quels autres sur Terre. Le sourire de Diane s'est évaporé. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Elle a agrippé le bord de la table des 2 mains,
ses jointures devenant blanches, sur la nappe immaculée. J'ai observé ses yeux balayer frénétiquement la salle de gauche à droite, scrutant l'assistance, pour voir qui observait sa réaction. Même en état de choc, son premier instinct fut la gestion de son public. Gérald a posé son verre d'eau si violemment, que le liquide a éclaboussé le tissu. Son visage s'est affaissé, et pendant un instant, il a eu l'air d'un homme, qui venait de se souvenir d'une chose terrible, qu'il avait faite il y a très longtemps. La main de Meredith est montée à sa poitrine. Sa bouche a formé un mot. Peut-être mon prénom. Peut-être juste de l'air. Mais aucun son n'en est sorti. Kyle a arrêté de mâcher, en plein milieu d'une bouchée. Sa fourchette est restée suspendue en l'air, tel un point d'interrogation. Le public s'est levé. 200 personnes. Ces mêmes voisins, ces mêmes membres de l'église, ces mêmes professeurs et commerçants à qui l'on avait répété pendant 7 ans que j'étais instable, qui avaient prié pour moi le dimanche, qui avaient chuchoté à mon sujet au bureau de poste, se sont levés de leurs chaises. Et m'ont fait une ovation debout. Et ma mère est restée assise, figée au milieu de tout ça, la seule personne de toute la pièce, encore sur sa chaise. J'ai laissé les applaudissements se calmer, j'ai ajusté le micro, et j'ai pris une grande inspiration. Merci, Pasteur Brigg, et merci, Ridgewood. Cela faisait un bail. De légers rires. Quelques personnes ont échangé des regards. Celle qui m'avait reconnu. J'ai prononcé mon discours. 20 minutes sur le développement communautaire, les structures de financement, les stratégies de subvention, le pouvoir de l'organisation citoyenne, les données, les études de cas, les résultats. Un discours professionnel, peaufiné. Le genre de discours que j'avais prononcé des dizaines de fois, lors de conférences. Et puis, vers la fin, j'ai changé de ton. J'ai grandi dans une petite ville comme celle-ci. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de moi. Un murmure a parcouru la salle. J'ai quitté cette ville il y a 7 ans, avec 200 € et une valise. Je ne suis pas parti parce que j'en avais envie. Je suis parti, parce que rester me coûtait quelque chose, que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Le silence. Le genre de silence, qui a du poids. On m'a dit que j'étais instable. On m'a dit que j'avais besoin d'une aide professionnelle. La vérité, c'est que l'aide dont j'avais besoin, c'était la distance. Et cette carrière, ce travail, tout a commencé parce que quelqu'un, à Portland, m'a regardé et a vu une personne. Pas un problème à gérer, pas une histoire à raconter à l'église. Une personne. J'ai marqué une pause. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Le développement communautaire ne se résume pas à des subventions, ou à des infrastructures. Il s'agit de voir les gens, de les voir véritablement. Pas la version qui vous arrange. Pas la version qui s'intègre au récit, écrit par quelqu'un d'autre. La vraie personne, qui se tient devant vous. Je n'ai nommé personne. Je n'ai pas pointé ma mère du doigt. Je n'ai même pas regardé sa table. Je n'en avais pas besoin. Une femme au 3e rang, Madame Callahan, qui avait été ma professeure d'anglais en seconde, a plaqué sa main sur sa bouche. L'homme à côté d'elle, son mari, s'est tourné, et a fixé la table de Diane. Les chuchotements ont commencé, comme une allumette qui s'enflamme. C'est la fille de Diane. Celle dont elle disait qu'elle était dans un. Elle est directrice générale. Quand j'ai eu terminé, la salle s'est levée à nouveau, plus longtemps cette fois-ci. Certaines personnes s'essuyaient les yeux. Ma mère ne s'est pas levée. Elle est restée parfaitement immobile, sa serviette serrée à 2 points, le visage couleur beefsteak cru. La session de réseautage était censée être faite de vin, et de petites discussions. C'est devenu tout autre chose. Je suis descendu de l'estrade, pour me retrouver au milieu de la foule. Des gens que je n'avais pas vus depuis 7 ans m'ont serré la main, m'ont touché le bras, ont dit des choses comme « Nous n'en avions aucune idée » et « Votre grand-mère serait tellement fière ». Madame Callahan m'a serré dans ses bras si fort, que j'ai entendu son dos craquer. Diane a fendu la foule, comme une lame. Elle est arrivée avec un sourire si figé, qu'il semblait visser sur son visage. 20 personnes étaient à portée de voix. Elle n'allait pas faire un scandale. Elle allait se donner en spectacle. Selena, ma chérie. Ses bras se sont ouverts. Un câlin, pour le public. Quelle surprise. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais? Je n'ai pas répondu à son étreinte.
Tu avais mon numéro, maman. Pendant 7 ans. Le sourire a vacillé. Elle a baissé la voix, en faisant un pas vers moi. Tu as humilié cette famille. Avec ce discours. Je n'ai nommé personne. Si les gens ont tiré des conclusions, ce n'est pas ma responsabilité. Meredith est apparue, par-dessus l'épaule de Diane. On a essayé de te joindre, Selena. Il faut qu'on parle de la famille. J'ai écouté vos messages vocaux, tous les 43. Pas une seule excuse. Juste, aide-moi. Ce n'est pas une famille qui tend la main. C'est le coup de fil d'un agent de recouvrement. Gérald s'est matérialisé derrière elle, la voix basse, les yeux fixés sur le sol. Selena, ne faisons pas ça ici. Papa, tu as eu 7 ans pour ne pas faire ça. Tu as choisi de ne rien faire. Kyle, qui traînait derrière. Tu te crois meilleur que nous, maintenant? Non, je pense juste que j'ai fini d'être la personne inférieure, dont vous aviez besoin que je sois. J'ai reculé d'un pas, réajusté mon blazer, fait un signe de tête au pasteur Briggs, qui observait la scène près de l'estrade, avec une expression oscillant entre l'inquiétude et la compréhension. Puis, j'ai marché vers la sortie. D'un pas assuré, régulier. Sans courir, sans claquer la porte. J'en avais suffisamment fait, 7 ans plus tôt. Je me suis assise dans ma voiture de location, sur le parking, pendant 20 minutes. Le moteur éteint, les mains sur le volant, en respirant. À l'intérieur du centre communautaire, je pouvais voir les gens à travers les fenêtres, debout en petits groupes, regardant vers la porte que je venais de franchir. Le réseau de chuchotement fonctionnait à plein régime. D'ici demain matin, chaque table de cuisine à Ridgewood aurait une nouvelle version de cette soirée. J'ai appelé Jess. C'est fait. J'ai dit ce que j'avais à dire. Comment tu te sens? Comme si j'avais 30 ans, pour la toute première fois. Elle a ri. J'ai presque ri, moi aussi. J'ai conduit jusqu'à mon hôtel, à Columbus. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai écrit un seul email adressé à ma mère, mon père, Meredith et Kyle. Je vous écris ceci, une bonne fois pour toutes. Je ne co-signerai aucun prêt. Je ne vous enverrai pas d'argent. Je ne financerai l'idée d'entreprise de personne. Je ne suis pas en colère. Je suis clair. Si l'un de vous veut une vraie relation avec moi, cela ne commencera pas par un message vocal demandant de l'aide. Cela commence par une conversation honnête. Une vraie conversation, où quelqu'un dira à voix haute ce qui s'est passé. Et l'admettra. Pas nous avons fait de notre mieux. Pas c'est du passé. Pas la famille c'est la famille. Des excuses spécifiques. Pour le fond, pour les mensonges, pour ces 7 années passées à raconter à cette ville que j'étais dans un établissement spécialisé. Alors que je bâtissais une carrière. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Mais ma réponse est non. Je l'ai lu 2 fois, je n'ai rien changé, et j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur, j'ai éteint la lumière, et je me suis allongé dans un lit d'hôtel, à 5 km de la ville où j'ai grandi, en écoutant le silence de l'Ohio, pour la première fois en 7 ans. Pas de musique triomphante, pas de larmes. Juste la satisfaction tranquille d'une femme, qui a enfin arrêté de négocier avec des gens, qui n'ont jamais accordé la moindre valeur à l'accord. Une semaine après la collecte de fonds, j'ai appelé Monsieur Weatherby, l'avocat de Columbus, celui que grand-mère Ruth avait nommé dans sa lettre. Il était à la retraite maintenant, il avait 81 ans, et vivait dans un appartement près d'Easton. Mais il se souvenait. Votre grand-mère était une femme remarquable, a-t-il dit. Elle est venue me voir spécifiquement, parce qu'elle ne faisait pas confiance à votre mère, avec ses comptes. Elle m'a fait promettre de conserver les documents originaux. Et quand ma mère a falsifié ma signature? Un long soupir. Je ne l'ai découvert que plus tard. À ce moment-là, le délai de prescription courait déjà. Je suis désolé, Selena. J'aurais dû faire plus. Les 12 000 € avaient disparu. Légalement, il n'y avait aucun recours, mais j'avais réfléchi à ce que grand-mère Ruth aurait voulu. Pas de vengeance, pas de restitution. Un héritage. J'ai contacté le bureau d'aide financière de l'Université d'État de Portland, et j'ai créé une petite bourse annuelle, financée sur mon propre salaire, destinée aux étudiants qui avaient rompu les liens avec leur famille. Les étudiants qui avaient coché
aucune contribution familiale, sur leur demande d'aide financière, non pas parce que leurs parents ne pouvaient pas payer, mais parce qu'ils refusaient de le faire. Je l'ai nommé, la bourse communautaire Ruth Lawson. L'université a publié l'annonce sur son site internet. 2 paragraphes. Mon nom, le nom de ma grand-mère, et une photo de nous deux, tirée de la boîte. Moi à 6 ans, souriant de toutes mes dents écartées. Grand-mère Ruth derrière moi, les mains sur mes épaules, et ses perles accrochant la lumière. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de réécrire la fin de l'histoire. Ma grand-mère avait passé toute sa vie à rester polie, à propos de sa propre cage. Elle n'est jamais partie. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle est restée. Et elle avait peur, et elle est morte dans cette maison, entourée de gens qui la sous-estimaient. J'ai donné son nom à une bourse d'études. Qu'il cherche donc ça sur Google. Patricia m'a appelé 3 jours après la collecte de fonds. J'ai laissé sonner 2 fois, avant de répondre. Elle pleurait avant même que je dise allô. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, à ce dîner de Thanksgiving. À chaque Thanksgiving, je regardais ta mère te faire ça, et je restais assise là, comme tout le monde. Tu le dis maintenant. Ça compte. Je n'ai pas l'impression que ce soit suffisant. Ça ne l'est pas. Mais c'est un début. Silence. J'ai besoin de temps, Patricia, avant de pouvoir construire quoi que ce soit. J'apprécie tes emails. J'ai apprécié que tu me préviennes pour la collecte de fonds, mais la confiance n'est pas un interrupteur. Je ne peux pas l'actionner. Simplement parce que quelqu'un se décide enfin à être honnête. Je comprends. Sa voix était toute petite, puis plus assurée. Est-ce que je peux te raconter ce qui s'est passé, après ton départ? Je me suis adossé à ma chaise de bureau. Vas-y. La ville ne parle plus que de ça. Tout le monde se pose la même question. Diane a dit qu'elle était dans un établissement spécialisé. Elle est directrice générale adjointe. Ta mère ne peut plus entrer au bureau de poste, sans que quelqu'un n'aborde le sujet. Madame Callahan a tout raconté. À son groupe d'études bibliques pour femmes. Le pasteur Briggs n'a rien dit publiquement, mais il a appelé ta mère, et lui a demandé de se retirer du comité. Elle a perdu son poste de présidente, volontairement dit-elle, mais tout le monde sait ce qu'il en est. J'ai laissé l'information infuser. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne ressentais pas non plus de pitié pour elle. Patricia, est-ce que je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Quand tu as vu ma mère falsifier ma signature pour ce fonds, pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Un silence de mort. Puis, parce que j'avais peur qu'elle me fasse, ce qu'elle t'avait fait à toi, et j'en ai honte, tous les jours de ma vie. Je l'ai cru. Une honte pareille ne sort pas de manière fluide. Elle vous écorche la gorge au passage. Nous en reparlerons, ai-je dit. Donne-moi du temps. Prends tout le temps qu'il te faudra. J'ai raccroché. Et pour la première fois, le mot « famille » n'avait pas un goût amer dans ma bouche, c'était juste compliqué. À Ridgewood, la réputation est une monnaie d'échange, et ma mère venait tout juste de déposer le bilan. Moins d'une semaine après la collecte de fonds, le récit que Diane Lawson avait passé 7 ans à construire, la fille perturbée, la mère courageuse, la famille unie dans la prière, s'est désintégré comme du papier mouillé, au bureau de poste, au dîner, sur le parking de la pharmacie. Et sur les bancs de la première église presbytérienne. Chaque lieu de rassemblement dans cette petite ville est devenu un tribunal, et Diane y était jugée, par contumace. Elle nous a dit que sa fille était en cure de désintoxication. Avez-vous vu l'article de Forbes? Une directrice générale. J'ai prié pour cette fille, chaque dimanche, pendant 3 ans. Diane se tenait juste à côté de moi et m'a laissé faire. Et la bourse au nom de Ruth. Mon Dieu. L'information circulait dans Ridgewood, de la même manière que toutes les informations circulent dans les petites villes. Pas exactement sous forme de commérage, mais comme une recalibration collective. Les gens ajustaient l'image, dans leur tête. L'histoire à laquelle ils avaient cru pendant 7 ans, était remplacée, image, par une histoire différente. Et cette nouvelle histoire n'avait pas besoin de la narration de Diane, pour se propager. Elle se propageait parce qu'elle était vraie. Le pasteur Briggs a appelé ma mère en personne. La conversation, selon Patricia, fut douce, mais définitive.
Prenez peut-être un peu de recul par rapport au comité, Diane. Juste pour une saison, laissez du temps aux gens. Elle a démissionné publiquement de son poste de présidente. Elle a déclaré aux gens qu'il était temps de se concentrer sur sa famille. L'ironie de cette phrase était comme un caillou dans une chaussure. Gérald, pour sa part, a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il a emménagé dans la chambre d'amis. Pas une séparation, pas un divorce, juste une porte fermée, entre lui et la femme dont il avait cautionné les actes pendant 30 ans. Patricia m'a raconté qu'elle l'avait entendu, un soir, par la fenêtre de la cuisine. Tu as menti, Diane, au sujet de ta propre fille. Tu as raconté à toute cette ville qu'elle était brisée, et elle s'est tenue sur cette scène, et elle t'a prouvé le contraire, sans même prononcer ton nom. La réponse de Diane, toujours selon Patricia, elle a monté la ville entière, contre moi. La réponse de Gérald, non, tu as fait ça toute seule, il y a 7 ans. Elle a juste fait acte de présence. C'était la première phrase honnête que mon père prononçait, de toute ma vie. Trop tard pour nous sauver. Mais peut-être n'est-il pas trop tard, pour se sauver lui-même. Meredith a perdu la maison. Sans co-signataire, le prêt a été refusé. La banque a procédé à la saisie, 60 jours plus tard. Elle a entassé ce qu'elle pouvait dans un garde-meuble de location, et elle est retournée vivre dans la maison de nos parents, sur Sycamore Drive. Dans mon ancienne chambre. J'ai appris cela par Patricia, qui me l'a raconté avec le ton prudent de quelqu'un, faisant un rapport sur l'effondrement d'un immeuble. Factuel, légèrement effaré, mais pas dénué de compassion. Elle dort dans ta chambre, Selena. Celle avec les trous de clous, là où étaient tes posters. Je n'ai rien dit, pendant un long moment. Y a-t-il encore une marque sur le mur, près du placard, là où je mesurais ma taille à chaque anniversaire? Je ne sais pas. Probablement. L'enfant prodige. Celle qui avait eu le fond, la voiture, les frais de sororité, le toast à Thanksgiving, le premier câlin, le deuxième câlin, la certitude qu'elle s'en sortirait toujours bien, avait maintenant 32 ans, était divorcée, au chômage, et dormait dans la chambre de la sœur. Qu'elle n'avait jamais défendue. Ai-je ressenti de la satisfaction? Un peu. Je suis humaine. Mais surtout, j'ai ressenti quelque chose de plus triste. La réalisation du fait que Meredith n'avait jamais reçu les outils pour construire quoi que ce soit, par elle-même. Chaque échafaudage dans sa vie avait été construit par ma mère, l'école choisie pour elle, le travail obtenu grâce aux relations, l'argent du fonds détourné pour couvrir ses dépenses. Et quand l'échafaudage s'est effondré, il n'y avait rien en dessous. Pas de muscles, pas de callosité, aucune résilience. Être l'enfant favori, en fin de compte, c'est aussi une forme de cage. C'est juste que vous n'en remarquez pas les barreaux, car ils sont dorés. Meredith ne s'est pas excusée. Patricia a dit qu'elle racontait aux gens, si Selena avait juste aidé, rien de tout cela ne serait arrivé. Toujours à blâmer, toujours à pointer du doigt, toujours une leçon. Mais Patricia a aussi dit quelque chose, qui m'a marqué. Elle a dit qu'une nuit, elle avait vu Meredith, debout dans l'embrasure de la porte de mon ancienne chambre, glissant son doigt sur un trou de clou dans le mur, celui-là même, où j'avais accroché la photo de grand-mère Ruth. Elle est restée là pendant un long moment, et elle n'a pas dit un mot. Le jugement de Kyle est venu d'une direction inattendue. Sa petite amie, Tara, hygiéniste dentaire dans la ville voisine, a vu le post Facebook. Celui qui me traitait d'ingrate. Celui qui a obtenu 41 j'aime, et qui a fait que Kyle s'est senti comme un frère vertueux, défendant les valeurs familiales. Tara n'a pas aimé ça. Tu as publiquement humilié ta propre sœur, parce qu'elle refusait de te donner de l'argent, lui a-t-elle dit. Selon le propre récit de Kyle plus tard, relayé par Patricia, Tara lui a dit cela, tout en préparant un sac de voyage. Ce n'est pas le genre d'homme, avec qui je veux être. Kyle a supprimé le post, mais Internet se souvient de ce que les gens préféreraient qu'il oublie. Des captures d'écran avaient déjà circulé, dans les chaînes de textos non officielles de Ridgewood. Celle qui se propage bien plus vite, que ne l'a jamais fait le journal local. Il avait 27 ans, et il apprenait pour la première fois que les actes commis derrière un écran, ont du poids dans le monde réel. La lettre de Gérald est arrivée à mon bureau, 6 semaines après la collecte de fonds. Elle est arrivée par courrier, pas par email, ni par texto. Une enveloppe blanche, avec son écriture sur le devant. Une écriture soignée, penchée,
La calligraphie d'un homme qui n'écrit jamais de lettres, et qui a dû réfléchir à chaque mot. Je l'ai ouverte à mon bureau. Selena, je ne sais pas si j'ai le droit de dire cela, mais je suis désolé. Pas à la place de ta mère. Mais pour moi, pour être resté assis dans ce fauteuil, et n'avoir rien dit. Pour chaque fois où je t'ai dit de ne pas contrarier ta mère, alors que j'aurais dû lui dire, à elle, d'arrêter. Je ne préservais pas la paix. Je préservais mon confort. Tu méritais un père qui te choisisse. Même quand le ton montait, je ne l'ai pas fait. Et je porterai ce fardeau. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau, et je n'ai pas répondu. C'était la première excuse que je recevais d'un Lawson. De la personne, dont je l'attendais le moins. 3 mois après la collecte de fonds, à Portland, un dimanche soir du mois de juin. Je me tiens dans ma cuisine, en train de remuer une casserole de pâtes, pendant que Jess se dispute avec mon voisin Dave, pour savoir si l'on peut ou non mettre de la sauce piquante, sur du pain à l'ail. Margaret est assise sur mon canapé avec un verre de vin rouge, racontant l'histoire d'une demande de subvention, qui a mal tourné de la manière la plus spectaculaire qui soit. 2 autres collègues du bureau sont en train de dresser la table, dans ma salle à manger. Celle que j'ai achetée lors d'un vide-maison, à Selwood. 6 chaises, en chêne, rayées, imparfaites, et à moi. C'est mon dîner du dimanche. Chaque semaine. Les mêmes personnes, à peu de choses près. Aucune obligation, aucune représentation. Personne n'est ici parce qu'il y est obligé. Tout le monde est là, parce qu'il a envie d'y être. Je regarde autour de la table, quand nous nous asseyons. Et je pense à une autre table, une plus longue, dressée avec de la plus belle porcelaine, dans une maison de l'Ohio où j'étais invisible. Cette table-ci est plus petite. Les assiettes ne sont pas assorties. Le vin coûte 12 € la bouteille. Et je ne me suis jamais senti aussi vu, de toute ma vie. La lettre de Gérald repose dans le tiroir de mon bureau, au travail. Je n'y ai pas répondu. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Je laisse cette décision prendre la forme qu'elle doit prendre, et je ne précipite rien. Diane ne m'a pas contacté depuis mon email. Meredith non plus. Kyle m'a envoyé un texto d'un seul mot, il y a 2 semaines. Désolé. Pas de point, pas de suite. Je l'ai vu. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, avec aucun d'entre eux. Et pour la première fois de ma vie, ça me convient très bien de ne pas savoir. La porte n'est pas verrouillée, mais elle n'est pas ouverte non plus. Elle est juste là. En attendant que quelqu'un frappe, avec quelque chose de plus, que de simples mots. D'ici là, j'ai des pâtes. J'ai du vin. J'ai cette table. Et c'est suffisant. Si vous m'écoutez encore, et j'espère que c'est le cas, je veux vous dire quelque chose directement. Si vous reconnaissez quoi que ce soit dans tout ceci, le rôle de bouc émissaire, les messages vocaux qui n'arrivent que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, le récit que quelqu'un d'autre a écrit sur votre vie alors que vous étiez encore en train de la vivre. La famille qui ne vous appelle pas pour votre anniversaire, mais qui appelle à la seconde où elle aperçoit le symbole du euro. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas ingrat. Vous n'êtes pas égoïste. Ces mots, ceux qu'ils vous jettent à la figure lorsque vous refusez de vous faire tout petit. Ces mots sont le bruit que font les gens, lorsqu'ils perdent le contrôle d'une histoire, qu'ils n'ont jamais eu le droit de raconter. Les 2 mots que ma famille a dit étaient « aide-moi ». Les 2 mots que j'avais besoin d'entendre étaient « je suis désolé ». Ce n'est pas la même phrase. Et vous ne devez la première à personne, tant qu'on ne vous a pas offert la seconde. Avant, je pensais que la famille, c'était une question de loyauté. D'être là quoi qu'il arrive, de ravaler sa propre voix pour que la table reste calme, et que tout le monde puisse faire semblant, que le silence est synonyme de paix. Maintenant, je sais que c'est faux. La famille, c'est une question de choix. La vraie famille, celle qui vaut la peine d'être gardée, vous choisit délibérément. Pas par obligation, pas par culpabilité, pas parce que votre nom est utile sur une demande de prêt. La chose la plus courageuse que j'ai jamais faite, ce n'est pas d'avoir franchi cette porte, avec 200 € en poche et de la neige sur le sol. C'était de ne pas faire demi-tour, quand ils ont fini par appeler. Et que tout ce qu'ils avaient à offrir, c'était 2 mots qui n'étaient pas des excuses. Je m'appelle Selena Lawson. J'ai 30 ans, et la chose la plus chère que je possède, ce n'est ni un titre, ni un salaire. C'est le silence, que je peux enfin m'offrir.
Grand-mère Ruth m'a dit un jour, la personne la plus silencieuse dans la pièce, est généralement celle qui est la plus attentive. Elle avait raison. J'ai prêté attention, et pour finir, je me suis payé en premier. C'est mon histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. Sérieusement, si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille, si vous êtes encore assis à une table où personne ne vous voit, si vous vous demandez si vous avez le droit de partir, j'espère que ceci vous a apporté quelque chose. Ne serait-ce que la permission de dire non, à voix haute. J'ai une question pour vous, et je veux que vous y répondiez honnêtement. Si votre famille vous appelait demain, après des années de silence, que pensez-vous qu'elle dirait? Aide-moi, ou je suis désolé? Laissez-le dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, de vraies histoires de vraies personnes qui se sont choisies elles-mêmes, regardez dans la description. Il y a tout un monde de voix là-dessous, qui n'attendent que vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine.